Bonjour Chélie. Donc, bienvenue à Discuter en Livre. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet assez général, qui est la Saint-Valentin, qui est fêté partout, n'est-ce Oui, pas? tout le monde. Qui est fêté par tout le monde, en effet, comme en Afrique, au Canada, en Haïti, partout. Tout le monde fête l'amour, tout le monde fête l'amitié, et tout le monde fête justement la fête de la Saint-Valentin. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre d'où vient la Saint-Valentin et pourquoi on l'appelle Saint-Valentin. Ok, donc es-tu prête pour question pour un champion, juste avant de t'introduire à... Qu'est-ce qu'on gagne? Juste le titre de champion. C'est déjà bien. Ok, ouais. Je crois que tu l'es déjà. Bah, Donc on va faire un petit peu d'histoire, donc on va rentrer dans le général. Donc peux-tu me dire qui est Valentin? Donc selon toi. Valentin, selon moi, bon, terme général ou historique, Donc historique, général, peu importe, ce qui te passe par la tête. Qui pour toi est Valentin? historiquement, il y a plusieurs saints qui portent le nom de Valentin. C'est vrai. Ouais, donc ça vient un peu partout dans le monde. Donc je ne pourrais pas te dire qu'une seule personne s'appelle Valentin, mais dans le cas général, on appelle Valentin plus quelqu'un de romantique, quelqu'un qui est l'âme sœur de quelqu'un d'autre. Wow. Ouais, un truc comme ça. Wow. Bon, enfin, c'est ce que je retiens. Mais c'est ça au fait. Mais est-ce que tu me permets de donner la réponse que j'ai? Oh oui, je pensais que j'avais trouvé, mais vas-y, vas-y. Non, c'est on échange en fait, donc c'est des questions très libres. Ok. Donc de mon côté, Valentin est un saint qui est célébré par l'Église catholique. Donc selon des recherches, c'est en cherchant partout un peu, donc on a conclu que Valentin justement de la Saint-Valentin est le Valentin de Terni. Donc c'est un Romain qui a vécu à l'époque de l'Empire romain, donc sous Claudius II, et en effet il fut le saint martyr Valentius. Donc c'est pour ça qu'on a appelé, bon, justement en fonction de tous les saints qui existaient, donc on a choisi le saint de Terni pour en effet commémorer la Saint-Valentin. Okay. Donc, mais il y a un pourquoi. Donc j'aimerais bien que tu me dises selon toi, tout ça c'est selon toi, et parce qu'on sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherches qui ont été faites avant, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'on est dans un débat, je veux dire, on discute, t'en fais pas, c'est vraiment un débat. Ouais. Donc c'est la Saint-Valentin, c'est le moment de, justement, c'est la semaine de l'amitié, donc voilà. Et est-ce que tu peux me dire ou me situer Valentin dans son contexte? De la Saint-Valentin ou ce que tu viens d'expliquer? Les deux. Donc la Saint-Valentin, la réponse que tu m'as donnée, Okay. et aussi la réponse que je t'ai donnée. Je pense que selon ce que tu viens de dire, c'est Saint Claudius. Oui, en fait, c'est parce qu'il célébrait les mariages en cachette. Oh, wow! Ouais, en fait, l'histoire m'est revenue en tête. Donc, il célébrait des mariages en cachette aux soldats qui n'avaient pas le droit de se marier. Et, ouais, et c'était quand le roi l'a appris, c'était un roi romain, un empereur romain, pardon. Quand il l'a appris, il a décidé de le faire tuer. Et c'était un 14 février, n'est-ce pas? C'était ça. My goodness. Belle mémoire. Je suis épatée. Mais c'est juste ça, j'ai rien à dire en fait. Ah, Je suis champion. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est que c'est passé en l'an 200. Tout ça. Ah oui, en l'an 200. Donc, il a tout dit. Et en quelle année et quel est le pape justement qui consacra cette journée au prêtre Valentius? Donc il y a eu un pape qui a consacré cette journée au prêtre, parce que tu sais, il y a eu tout ça qui s'est passé en l'an 200. Et puis à un moment donné, l'État a dit on va lui donner une fête. Donc c'est un prêtre. Donc est-ce que tu peux me dire c'est quel pape ou quel prêtre qui a décidé de faire ça? Il y a quelle année plus ou moins? Je pense que c'est le pape II. Non, c'est pas pape II. Je me rappelle pas le nom exactement du pape. Donc, mais c'était en l'an 2000, alors 2000, c'était en l'an 200, entre l'an 200 et l'an
plutôt en 400. C'est bien ça. Donc c'est entre le 200 et le 400, tu as raison. Et c'était le pape premier. Et c'était le pape Délas. C'est ça. Le pape Délas est le pape premier. Et puis il a décidé de faire du prêtre Valentinus justement le saint patron des amoureux et des fiancés. Donc c'est ça. Et il y a bientôt dans 3, on dirait. Non, je blague. On sait qu'il est fou amoureux, donc c'est pour ça que je le taquine un peu. Donc c'est le moment justement de faire de telles blagues, parce que c'est la Saint-Valentin. Ouais. Donc il y a aussi en Allemagne, ils ont une différente histoire, ok? Donc ils ont associé à la Valentin. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est, au fait, plus ou moins? Je pense qu'en Allemagne, c'était un saint qui avait soigné une maladie, j'ai oublié le nom de la maladie, dans un village, et ils ont décidé de le fêter, enfin de fêter son existence, si je me rappelle bien. Wow, c'est bien ça. C'est justement le Saint-Valentin, il s'appelait comme ça aussi. Il était guérisseur de l'épilepsie. Épilepsie, ouais. Wow, il a fait un bon travail. Un super bon travail. Bravo. En quelle année la Saint-Valentin est-elle devenue une fête commerciale ou une fête internationale? Et dans quel pays, c'est quel pays qui a décidé de propulser la Saint-Valentin dans cette dimension-là? La seule chose qui me vient en tête en tant que pays, c'est la France, qui est le pays, mais je ne suis pas certain, mais l'année non plus, je ne suis pas certain. Okay. Donc, la France, ce n'est pas une mauvaise réponse parce que c'est la ville des amoureux. Mais malheureusement, la France n'a pas devancé les États-Unis. Ah oui, j'aurais dû m'en douter. Donc, tout commence au 19e, 20e siècle. Et c'est le moment après la Renaissance où les gens commencent à voir les choses autrement. Oui. Donc, c'est un peu, c'est la fin de la peste, tout ça. Donc, il y a eu des inventions qui ont été faites. Donc, c'est le moment de célébrer l'amour. Et normalement, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et tout ça. Mais dans un pays comme le Québec, qu'est-ce que la Saint-Valentin? Déjà, le Québec n'est pas qui? Non, je veux dire comme le Canada, mais la ville du Québec. Merci. La ville du Québec. Oui. Les Québécois, je suis avec vous. Ah non, je suis comme vous, là, en disant cela. Non, mais pas bon, je vais t'aider. Alors, je sais pas, le partage de cartes de vœux, partage de cadeaux. Ça peut être ça aussi, mais c'est pas ça. Donc, dans le cadre du Québec, la Saint-Valentin, c'est quand même la fête de la Saint-Valentin, mais c'est aussi une ville, une municipalité qui existe à la région de Montérégie. Oh là, je ne savais pas. Une ville qui s'appelle Saint-Valentin. Une ville qui s'appelle comme ça. Donc en gros, le 14 février, quand on fête la Saint-Valentin, on fête la ville en fait. Ils ne fêtent pas la ville. C'est juste, j'avais trouvé ça drôle quand je cherchais quelles étaient les spécificités au fait de la Saint-Valentin dans chaque pays. Chaque pays a sa manière de célébrer l'amour, quoique l'amour est un thème général. Oui. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller au Canada? Et puis pendant que je fouillais, puis j'ai trouvé ça. Et je me suis dit, c'est peut-être une bonne occasion de l'introduire à Discutons Libre pour voir. Je prends. C'est intéressant, je prends. C'est intéressant. Donc, là maintenant, on va rentrer dans la littérature et le mouvement littéraire. Ah ok, mais je pense que là, je ne vais pas gagner. Mais allons-y. Donc, tu vas me parler un peu du romantisme. Ou du moins, je vais juste dire la définition du romantisme et je vais te demander de me citer quelques écrivains. Okay. Donc, le romantisme est un mouvement littéraire qui prend naissance en Europe au XVIIIe siècle. Donc, 18e, 19e siècle, c'est le moment, c'est le siècle de l'humour, etc. Oui. Donc, pourrais-tu me citer quelques écrivains précurseurs du mouvement et du romantisme? Is Daddy not buying you shoes anymore? No. Oh my goodness, no shoes for the little guy. So tough. Rough. C'est blague.
T'as dit ton... Can we share if you want? Ok. Tu You know what? It's a shame that you Oui, didn't bien come. sûr. Je pensais que ça allait être tranquille à l'intérieur. Pourrais-tu me citer quelques écrivains précurseurs du mouvement du romantisme? Je dirais Molière, mais c'est celui qui me vient en tête. Molière aussi, oui. Molière aussi. Molière. Mais Molière est beaucoup plus avant. Avant, ok. Donc, mais je dirais Molière beaucoup plus avant. Mais il y a un auteur que normalement très... Il y a un auteur qui me vient en tête, mais que le nom m'échappe. Je sais que c'est un auteur assez connu, mais son nom m'échappe. Surtout que j'étais un poète dans le temps. Oh, Mais donc son tu nom t'inspirais. m'échappe, aurait dû m'inspirer. Mais on peut continuer. Donc, tu peux me permettre de donner quelques éléments de réponse. Et Mhm. j'imagine que celui que tu pensais, c'était Victor Hugo. Victor Hugo, oh, c'est le moine que tout le monde devrait connaître. C'est Oh. ça. Donc, il y a Lamartine, il y a Musset, Stendhal, etc. Ok, donc, que vise le romantisme européen? Bon, pourquoi je dis européen? Parce que tu sais, tous les mouvements commencent par là. Donc, dis-moi, qu'est-ce que visait au fait le mouvement du romantisme? Donc, juste une idée. Qu'est-ce qui se passe par là? Je pense que c'était plus pour essayer de décrire, enfin, amener les gens à vivre des moments romantiques. Enfin, j'utilise le mot, mais grâce à leurs livres, ils arrivent à détailler des relations et permettre aux gens de les vivre et de se sentir comme, je sais pas, de se retrouver dans les personnages du livre. C'est un peu flou, mais j'ai les idées dans la tête. Non, mais c'est ça en fait. Donc, c'est le monde de l'imagination. Oui. Et c'est aussi le monde du lyrisme, de la poésie, de l'histoire. Donc, en quelque sorte, tu as raison, c'est ça. C'est en fait ça, en fait. C'est faire vivre le monde, une histoire qui n'est pas la leur, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, je te propose des livres et tu me diras à quel auteur ça appartient. Donc, je te propose des livres, tu me diras, selon toi, à quel auteur ça appartient. Donc, c'est toujours dans le mouvement du romantisme. Donc, Atala. Guess, tu peux guesser. Non. Non, c'est de Chateaubriand. Et méditation poétique. Charles, non, pas Charles, non. Vas-y, parle plus fort. Charles, Non, c'est Lamartine. non. Lénie, Victor Hugo, c'est le dernier. non plus. Musset, donc le Musset. dernier, les contemplations. Oui, Victor Hugo. C'est ça. Et voilà. Donc, on va parler du romantisme africain. Mais là, tu me mets au défi encore. Oui, un tout petit Ok. peu. Donc, cette fois-ci, on est toujours dans le monde des auteurs. Tu peux me citer l'auteur qui te passe en tête, sachant que c'est quoi le monde du romantisme en fait. Donc, cite-moi quelques auteurs qui appartiennent au mouvement du romantisme africain. Jean-Pierre. Ça peut être lui aussi. Il y a un autre qu'on avait parlé lorsque tu étais là. Tu te rappelles de Florence? Oui, Florence, oui. Donc, Mais je pense que j'ai jamais eu une série comme ça. Moi, est-ce que j'ai eu le titre, mais je ne me rappelais pas de l'auteur. c'est pas grave, c'est juste citer les auteurs. Donc, il y a Florence Pazotti, on a aussi Amadou Koné. Donc, ce sont. Il y a même aussi Amadou Calixte. Apateba. Oui, il y a même Calixte Béala aussi, que j'avais cité son nom vite fait sur Facebook. Donc, ce sont les gens qui rentrent dans le romantisme africain. Que ça soit récent, que ça soit ancien. Je vois. Certains d'entre eux que je connais, que j'ai lu leurs livres, j'ai plus découvert le romantisme grâce à eux, mais je ne peux pas savoir s'ils sont précurseurs du romantisme en Afrique. Donc, je peux savoir, mais je n'ai pas cherché à savoir. C'est ça. C'est Donc, bien ça. on n'est pas trop dans le précurseur qui a inventé le romantisme en Afrique.
ça se pourrait, c'est quand même un très bon débat, mais on est plutôt dans les auteurs, que ça soit récent, que ça soit ancien, donc c'est qui fait partie du genre du romantisme. Et c'est intéressant en fait. Donc le romantisme littéraire haïtien a débuté pratiquement comme tous les autres au 19e siècle. Ok. Donc, est-ce que tu peux me citer un auteur haïtien ou deux qui rentre dans le romantisme haïtien? Là, tu... N'importe lequel. Est-ce que j'en connais ok, un auteur d'un roman. Oui. Ok, j'en connais pas. Non, ok. Mais si c'est auteur de chansons, j'allais te dire. Lequel tu connais? Là, tu me prends le mot. Comment il s'appelle celui qui a chanté quelque chose dans les eaux aussi. Hein. Lui, il n'est même pas ici. Il n'est même pas ici, ok. Non, J'ai il s'appelle Thierry Cam. Ok, Thierry Cam. Il y a encore un autre. C'est pas Bouddha. Oui, Alain Gavé. Alain Gavé. Ok. C'est un grand romantisme justement haïtien aussi, mais c'est plutôt dans le cadre de la musique. De la musique. Okay. Donc, auteur, on a René Dépestre. Okay. Donc, on a Massillon Kwaku. C'est juste tout. Donc, on a Marie-Thérèse Coulinon-Hall. Et puis, on a aussi Jacquemin. Donc, Jacquemin, c'est vraiment un des précurseurs. Et ça, c'est... Tu as de leurs livres à ta disposition? Vite fait, Jacquemin. J'ai lu un texte de Marie-Thérèse Coulinon, vite fait aussi. Et puis, René Dépestre, j'ai un livre à la maison, mais il a tellement l'expression, je dirais, difficile soutenue, en fait, ouais. que pour moi, c'est difficile de lire son livre. C'est beau, c'est très très beau, mais c'est difficile. C'est très très soutenu. Mais j'ai un de son livre que je dois apprendre, ça s'appelle Eunette quelque chose, mais c'est intéressant. Donc là, on va pratiquement finir avec cette partie-là, mais je vais quand même, on va conclure avec le beau. As-tu déjà lu Les Arlequins? En as-tu déjà lu? J'en ai déjà lu. Ça devrait être étonnant pour un homme de lire un Arlequin, mais j'en ai déjà lu. Ah, c'est jamais étonnant, on apprend. Et puis c'est, comme je dis, on apprend, ça veut dire que tu apprends à entrer au fait, dans l'univers qui nourrit le romantisme féminin. Et qui n'est pas forcément le même que le romantisme masculin. Donc, juste avant, justement, je voulais avoir ton avis de l'Arlequin. Qu'est-ce que tu en penses, au fait, de l'Arlequin? Regarde la caméra et dis-nous, qu'est-ce que ça t'inspire, l'Arlequin? Tu sais, l'Arlequin, c'est, en tant qu'homme, moi je dirais, c'est se mettre un peu dans la peau de la femme et de voir un peu comment elle décrit les choses, enfin, comment elle décrit le romantisme. Parce que les détails, les mots qui sont utilisés, en général, nous les hommes, on ne voit pas ça, ou on ne prête pas attention à ces détails. On prête plutôt attention aux détails que nous, on pense qui vont plaire à la femme. Alors que quand tu lis un Arlequin, tu te rends compte, mais dis donc, tu peux aussi faire ceci et faire cela et plaire à la femme. Justement. C'est apprendre, bon, mais avec des yeux de femme. Justement, mais c'est très, moi de mon côté, je trouve que c'est un vendeur de rêves, les Arlequins. Parce qu'un homme n'est jamais typique Arlequin, hein, je peux vous dire. Ah ouais. Donc, lui, il apprend, c'est déjà bien, mais combien d'hommes veulent justement entrer dans ce prototype masculin décrit, au fait, dans l'Arlequin, qui est pratiquement un prototype imaginaire, au fait. Ouais. C'est un peu comme l'homme a son idéal féminin, qui n'a peut-être pas encore décrit dans le livre, mais nous aussi, on nous crée une forme d'idéal masculin aussi, et qui des fois est fatale aussi pour la femme. Surtout parce que lorsque l'homme n'est pas dans cet idéal, surtout tu sais, quand tu es jeune, on lit de plus en plus très jeune dans le cas, je ne sais plus si c'est dans la même époque, surtout chez nous, mais j'imagine aussi en Afrique. C'est souvent dans l'adolescence. Justement. Tu sais, en fait, pour l'anecdote, je n'aimais pas trop les Arlequins. Enfin, je voyais mes camarades de classe, filles, parce que j'étais adolescent, emporter ça à l'école, se l'échanger. Mais je ne comprenais pas, c'est quel livre ça, c'est quoi ça? Et puis, avoir les titres, tu vois des beaux mecs avec des formes intéressantes, avec des filles. Bien musclé, hein? Et tu te dis, ben c'est quoi?
Et j'ai décidé de lire ça une fois. La première fois, c'était la première, deuxième page. C'était ennuyant parce que c'était trop de mots doux, si je peux dire ça comme ça, trop de mots qui font rêver et tout, tu vois. Mais c'est après j'ai compris que c'est peut-être parce que moi je vois ça en point de vue d'homme que je n'arrive pas à accepter ça sur le coup. C'est après ça que j'ai compris. Donc j'ai laissé le livre quelques semaines après, j'ai repris le livre, deuxième page, troisième page. Mais à la fin du livre, j'étais encore curieux de qu'est-ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Et je me retrouvais quelques mois après à échanger les livres avec des camarades de classe. Donc, on a pris dans l'hameçon celui-là. Ouais. Avec nos avocats. Donc, tu l'as lu, tu as donné ton avis, tu as trouvé ça intéressant, un peu comme nous aussi. Ça nourrit ton imaginaire féminin, très prototypé, bien entendu, stéréotypé aussi. Comment ça, stéréotypé? Mais tu sais, malheureusement, ce sont les femmes qui l'écrivent. Et les femmes aussi ont ce prototype féminin qui les mettent dans les arlequins. Tu sais, c'est normalement, c'est la femme et c'est l'homme qui gagne beaucoup plus. Pourquoi? C'est souvent des princes qui retrouvent des princesses démunies. C'est un peu ça dans les arlequins en fait. Les femmes ont toujours très peu, puis les hommes sont toujours très très riches. Les hommes ont trop d'ego, les femmes sont toujours celles qui sont soumises. Tu sais, c'est un peu le prototype arlequin en fait. Je me souviens que le premier que j'avais lu, c'était une femme dans une maison de campagne et qui avait un ranch avec son père et tout, mais et la nuit elle devait fuir, enfin pas fuir, mais traverser tout un long chemin pour aller rejoindre son amant qui était un prince. Mais c'était un peu, tu vois, un peu trop coloré, justement, trop beau, des choses qui n'arrivent pas vraiment dans la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie, c'est l'homme qui saute le mur. Enfin, de nos jours. Non, mais je veux dire, c'est plus par rapport aux classes sociales, au fait. Oui. Dans la réalité, les classes sociales se mélangent très peu, au fait. Oui. Très, très peu. Donc, on va rentrer un peu dans l'aspect plutôt, entre guillemets. En quelle année l'Arlequin a-t-elle été fondée, historique? Donc, en quelle année ça a été fondé? C'est pas dans les années 90, je dirais que dans les 88, je sais plus. Mais je pense que c'est dans les années 90. Malheureusement, un peu plus tôt. C'est dans les années 50. Ah, mais là, c'est vraiment loin. Donc, est-ce que tu peux me dire qui sont les auteurs des Arlequins? Donc, quels sont les gens qui ont décidé de mettre la collection sur pied? Donne-moi juste des noms qui te passent par la tête. Tu peux tomber juste des noms. Tu parles d'une communauté? Plutôt des noms, des personnes qui ont mis sur pied. Mais je cherche le moyen de trouver ça. Okay. Non, je ne vois pas. Non, je n'ai pas de nom. Ok, donc il y a Jacques Palmer, il y a aussi Doug Weld. Donc ce sont les deux qui sont en fait les fondateurs de l'Arlequin. Deux hommes, justement. Donc tu vois pourquoi ils encouragent le comment on appelle ça, le marxiste, le sexiste des Arlequins. C'est eux qui ont encouragé le sexisme des Arlequins, surtout en années 50, là, donc c'est le moment où la femme... Moi j'imagine que les femmes avaient le droit de voter, mais c'était quand même en plein, j'imagine en plein, et féminisme, en fait, naissance de féminisme, c'est quelque chose à prouver, Donc, bizarrement, où, justement, parce qu'on a dit à l'année, on a dit les personnes, maintenant il faut savoir le pays. Les pays le pays où ça a été créé. C'est à Toronto, on s'appelle donner des conseils sur le couple, bon, entre guillemets, genre surtout au point de vue célibataire par contre. Là on sait déjà qu'il est en couple, il va utiliser son expérience pour nous dire comment il a fait.
It's okay. Donc, selon toi, comment peux-tu définir, comment peux-tu te définir en tant qu'homme? Comment tu te vois en tant qu'homme? Qu'est-ce que être un homme veut dire pour toi? Être un homme, il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de réponses que je pourrais donner. Être un homme, ben, déjà être un homme, c'est de savoir assumer ses choix, ça c'est la moindre des choses, et de ne pas savoir, de ne pas voir comme trop grand en matière de femmes. Moi, quand j'étais célibataire, il faut me mettre des limites. Il y a des femmes que tu sais que tu ne peux pas sortir avec elles, c'est-à-dire elles seront beaucoup hors de ta portée. Ça existe-tu, ça? Si tu ne fais pas cela, tu vas toujours naviguer dans le... C'est pas que tu ne devrais pas essayer en tant qu'homme. Il y a toujours, tu as le choix, tu peux toujours aborder le genre de femme que tu veux, mais tu devrais t'imposer certaines limites. Ça te permet de facilement de te retrouver et de ne pas te prendre, comme on dit, des vents. Il ne veut pas se prendre des vents. Ben oui, enfin, genre, si je prends quelqu'un qui... Je sais pas, je ne vais pas parler de classe sociale parce qu'il y a des exceptions, mais je vais plutôt dire quelqu'un qui est modeste, quelqu'un qui est ouvert et qui veut juste une femme qu'il aime, une femme qui n'est pas trop chichi, on va dire, mais qui voit par exemple une femme comme Beyoncé, qui vit pas loin de ou qui travaille dans son monde et qui s'intéresse à une femme comme elle. Je ne dis pas que c'est impossible, mais sois réaliste d'abord avant d'aller vers elle. C'est vrai. Donc, en gros, pour être un homme, c'est un homme qui assume ses responsabilités et qui connaît ses limites. Limites justement par rapport aux femmes qu'il peut draguer et qu'il drague. Pour ne pas trop débousser d'argent aussi, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est une manière de voir les choses. Et aussi, en parlant des femmes, je dirais, il faut pas chercher l'amour. Faut pas chercher l'amour. Enfin, c'est mon point de vue. Si tu cherches l'amour, tu vas jamais trouver la femme et dire « Oh, c'est l'amour. » Et puis, je vais la suivre. Non, tu cherches la personne qui te convient le mieux. Enfin, des gens, des statisticiens vont dire si tu prends une femme et si elle a 90% de ce que toi tu attends d'une femme et que vous matchez ensemble, vous vous entendez bien, elle est la bonne et elle peut être l'amour de ta vie. Mais si tu vas sur l'idée première que ok, je sors, je vais au mall pour trouver l'amour, c'est une image, mais c'est faux, tu vas te perdre. Monsieur a parlé. Donc, la deuxième question m'effraie un peu, mais je vais quand même le lui parler. Donc, je vais quand même le lui poser. Pourquoi? Tu sais, des fois, on sort avec un homme, comme tu dis, on rencontre, il nous intéresse au premier abord. Et puis, tu sais, ça évolue. C'est pas forcément l'amour, mais c'est de l'intérêt. Tu sais, on se plaît, physiquement, il y a une forme d'attirance, intellectuellement, il y a aussi une forme d'attirance. Mais comment connaître, comment savoir que l'homme est amoureux assez pour faire quelque chose de sérieux avec cette femme? Donc, c'est là la question. Comment savoir si l'homme est amoureux assez? Enfin, il faut savoir ce que l'homme veut, en fait. Il faut savoir ce que toi tu veux d'abord, en premier. Selon moi, la femme, elle devrait savoir ce qu'elle veut. Si elle veut une relation stable, elle va agir de manière stable et l'homme va lui montrer que c'est pas trop ce que lui veut. Mais si elle veut une relation d'entraide, on va dire, enfin, tu comprends, ça va se voir et l'homme va dire que là c'est une relation d'entraide. Enfin, ils vont faire comme s'ils veulent une relation d'entraide. Ce que tu dis, c'est quand même idéaliste. Pourquoi? Parce que moi, je prends mon cas vite fait. J'ai rencontré un jeune homme qui me plaisait bien. Au niveau, moi, j'aimais bien sa façon de parler, j'aimais bien sa façon de se présenter. On ne se connaît pas trop. Mais c'est vrai que c'était quand même assez vite pour dire que, pour quand même pousser l'homme à aimer, comme tu dis. Mais au premier abord, il me disait qu'il n'était pas prêt. Il me disait que il voulait juste une relation comme ci, comme ça. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui pousse un homme à savoir au premier abord s'il veut une relation comme ci, comme ça, ou s'il veut une relation sérieuse avec la femme? Est-ce que l'homme a peur des relations? Au premier abord, il ne va jamais savoir? Ou
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pousse un homme à toujours avoir cette réaction réfractaire et de dire toujours à cette femme, je ne veux pas une relation sérieuse tout de suite. Si tu viens de rencontrer un homme et te dis, moi je veux une relation sérieuse, tu devrais avoir peur. Ben, vous ne vous connaissez pas. C'est vrai, c'est vrai. Ce que je dis à ma petite amie, c'est que même avec ses sœurs, on se dispute tout le temps. Maintenant, imagine avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Et même si ça fait 3 ans, ce sera toujours différent. Vous ne vous connaissez pas. Donnez-vous du temps pour vous connaître. Et après ça, vous allez voir si... Quand je dis vous connaître, c'est pas se montrer, oh écoute, je suis le mec le plus serviable, je suis propre, je m'habille bien, je suis poli. Non, connaissez-vous du genre. J'ai des défauts. Soit tu ronfles quand tu dors, ou soit tu as des défauts comme tout le monde. Maintenant, si les défauts de l'homme te conviennent, si les défauts de la femme te conviennent assez aussi pour vivre avec elle, tu vas tracer le chemin pour qu'elle soit celle avec qui tu veux être. C'est-à-dire, tu vas faire les efforts. Quelqu'un qui ne veut pas une relation sérieuse ne va pas faire d'efforts. Il ne va pas faire l'effort nécessaire, il va faire l'effort minimum peut-être pour que tu ne t'en ailles pas, ou il veut te garder en tant que... approprié, quoi. En tant qu'approprié, en tant que chose à lui, mais s'il veut vraiment que ça aille plus loin, il va faire des efforts qui seront visibles, et ces efforts-là vont te faire comprendre que oui, il est intéressé par aller plus loin avec toi, un truc comme ça. Oui, mais qu'est-ce qui en fait, ça m'a toujours quand même interpellée. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme ne veut pas aller plus loin? Est-ce que c'est tout simplement les défauts qui ne fonctionnent pas, ou tout simplement si peut-être il va trouver que ça a été trop vite, ou tout simplement il ne trouve pas la fille assez belle, assez bien? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? En fait, ça m'a toujours tiqué, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne va pas, ça ne tique pas? En fait, ce que c'est simple en fait. En tant qu'homme, et je suis sûr que tous les hommes vont me détester, mais c'est la vérité, on est des grands enfants. Enfin, on reste des éternels enfants. Si tu nous donnes à un enfant une glace à la crème, une glace au chocolat, et tu lui demandes de choisir, il peut rester là des heures. Enfin, il doit choisir une seule, il peut rester là des heures et les 2 glaces vont fondre. C'est-à-dire, même s'il choisit la glace à la crème, il aura toujours envie de la glace au chocolat. Alors, on est éternel indécis. C'est à la femme maintenant de lui montrer que, écoute, tu m'as choisi. Voilà pourquoi tu m'as choisi. C'est pour cette raison que tu m'as choisi. Il faut qu'il y ait cet intérêt-là perpétuel qui montre que oui. C'est vice-versa, ça va dans les 2 sens. C'est pas que la femme va toujours montrer que ouais, c'est pour cela que tu m'as choisi et tout, et tout. Il faut que l'homme aussi continue à entretenir ça. Donc finalement, c'est la femme qui fait tout le travail. Finalement, je ne veux pas dire que c'est elle qui fait tout le travail. Je vais dire que c'est elle qui prend la décision. Parce que souvent, on dit, c'est à l'homme de faire le premier pas, c'est à l'homme de savoir lorsque c'est le moment approprié, justement, de passer à l'étape supérieure. Mais finalement, selon ce que tu me dis, au final, c'est la femme qui connaît son... qui décide de tout ça. Je pense que, enfin, selon moi, la femme a beaucoup plus à faire. Enfin, ça ne doit pas être pris en contexte, mais quand il s'agit de faire le choix d'aller plus loin, si la femme a fait ses choix du genre qu'elle est prête à aller plus loin avec le mec, il faudrait aussi qu'elle accepte ses défauts. Maintenant, le mec, il faudrait qu'elle le montre comme ça. C'est-à-dire, elle fait ses efforts, il fait ses efforts. C'est du 50-50 pour aller pas. Je ne sais pas, si tu as un exemple précis, je pourrais plus te donner de réponses précises, mais... Bon, pour tout de suite, il n'y a pas vraiment de questions précises, parce que je ne veux pas quand même que ça soit très personnalisé, comme si je parlais de ma vie privée, puis j'ai exposé ça, disons plus ou moins à la télévision, à la caméra, mais... Je vais prendre un exemple par tu vois, en matière de jeunesse, surtout les jeunes étudiants, en généralité, quand tu rencontres une fille, une femme étudiante aussi, vous n'avez pas idée de vous mettre ensemble et de passer toute votre vie ensemble. Au départ, ça peut être une attirance physique.
Et vous allez, peut-être avec le temps, cette attirance physique va être un pseudo-amour. Mais pour savoir si tu aimes la personne, essaye de savoir pourquoi tu aimes la personne. Enfin, est-ce que tu l'aimes parce qu'il est poli? Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu l'aimes parce qu'il prépare bien? Mais il y a quand même un pourquoi on aime quelqu'un. Oui, mais Même Dieu comme- lui-même aussi pourquoi on l'aime plus ou moins Ok. aussi. Ok. Tu vas trouver ça bizarre, mais il y a certaines femmes que tu vas leur poser la question. Elles vont te dire, sont mes grottes. Ah, ok. Et elles trouvent ça. En fait, il y a un défaut qu'elle aime malgré tout ça. Malgré que c'est un défaut, il y a un truc qu'elle aime. Pourquoi? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je veux dire qu'elle aime l'homme malgré ses défauts, mais on va toujours l'aimer malgré les défauts, mais Ça c'est veut dire- toujours les qualités qui vont quand même couvrir. Mais si tu es possible d'arriver jusque là, ça veut dire que tu vas décider d'aller au-delà comment dire, de votre rapport de base. Mais c'est intéressant quand même. Donc on n'est pas contre le temps parce que on va plus ou moins finir, mais il y a quand même des questions très intéressantes. Ok, allons-y. Que recherchez-vous quand je dis, admettons que tu étais célibataire, admettons, Oui. mais il n'est Je pas. suis célibataire. Il n'est pas. Je suis célibataire. Donc, et que tu étais en recherche d'une femme, Mhm. qu'est-ce que tu aurais cherché en la femme? Qu'est-ce qui t'aurait attiré chez une femme assez pour aller lui parler? Pour aller lui parler déjà. Pour aller la parler, Pour puis commencer. ensuite pour continuer. On va faire ça en deux étapes. Pour commencer, pour aller lui parler, je pense que c'est déjà la personnalité. Tu connais pas la personnalité Non, d'aller genre parler avec encore. quelqu'un. Ce que tu m'inspires, Ok. ce que tu m'inspires sur le champ. Parce que comme si t'es quelqu'un, tu m'inspires rien, je peux te parler juste pour formellement, tu comprends? Mais si tu m'inspires quelque chose, je veux te parler pour te connaître. Mais oui, voilà. C'est ça. Ah, mais c'est bien. Maintenant, lorsque tu as fini de parler avec cette personne-là, ok, et que tu as trouvé cette personne assez intéressante, la question serait de savoir qu'est-ce qui sera le déclic pour te dire, ok, cette femme, je peux faire quelque chose de sérieux avec. Donc, dis-nous. Je dirais le caractère. Le caractère, Oui. qu'est-ce que tu veux dire par caractère? Genre, quand je vais aller te parler, je vais m'arranger. Je vais aller te parler, je vais venir te voir, on va discuter, on va parler de tout et de rien. Tu vois, il y a un truc, moi j'aime le naturel, tu vois, il y a un caractère naturel qui sort quand tu discutes bien avec quelqu'un. Et c'est ça qui va me donner le déclic que, oh oui, elle est intéressante, c'est ce que je veux dire, elle est intéressante. Et on devrait essayer de voir, peut-être, est-ce que tu es célibataire? Non, je blague, mais enfin, le point c'est le caractère. Donc, l'homme ne regarde pas le physique. Oh non, le physique c'est la moindre des choses. Ah, ok, Écoute, parce que... c'est- Le physique c'est ce qu'on voit en premier, mais il n'y a pas que le physique. Oui, je sais, mais je veux dire, bon, je prends juste un exemple, sachant que les hommes africains, nous aimons quand même les grosses fesses. Donc, est-ce que... Non, on ne va pas se mentir, on le sait entre vous. Donc, c'est quelque chose que j'entends assez souvent. Donc, s'il y a une femme qui passe, elle est en forme, elle a, par exemple, les atouts qu'il faut, est-ce que vous n'allez pas la regarder, la désirer jusqu'à aller lui parler, au fait? Et à ce moment-là, découvrir le caractère ou la personnalité, parce qu'à ce moment-là, quand tu la vois, tu vois le désir, tu ne réfléchis pas, qu'est-ce que cette femme m'inspire sur le coup. Donc, est-ce que est-ce que l'aspect physique n'est pas un atout justement pour aller parler à une femme, ou bien pour la femme aller parler à un homme? Moi, je ne vais pas te mentir, si je trouve un homme qui m'attire physiquement, je veux dire qu'il me plaît physiquement dans le sens que il est bien habillé, il est bien portant, je le trouve beau parce que quand même la notion de la beauté dépend de chacun, je le trouve agréable. Moi, en tout cas, en tant que femme, je peux quand même aller l'aborder, pas pour le draguer comme un homme aurait de draguer une femme, mais juste pour savoir qui il est, en fait, pour découvrir qui il est. Donc, je me demande, est-ce que c'est pas quelque chose qui va dans les deux sens? Ben, c'est sûr que la forme physique et tout, ça doit être la première chose qu'on voit, mais qu'est-ce que tu fais des femmes qui n'ont pas de fesses, qui sont plates, comme on dit, mais malgré ça, qui sont attirantes? En fait, le point que je veux te dire, c'est que il y a toujours un truc qui nous attire chez la personne, comme, enfin, moi, ça peut être le physique qui va me pousser vers elle, ça peut être aussi un truc qu'elle dégage. Tu sais, il y a des personnes, quand ils arrivent, elles n'ont même pas besoin d'être
tellement belles, tellement avec des grosses fesses, comme tu dis, excuse-moi le terme, mais elles ont un truc qui dégage quand elles arrivent. Oui, c'est vrai, ça je suis complètement d'accord avec toi, mais en même temps, c'est la tendance. Moi personnellement, c'est pas pour me distinguer des autres, je suis pas différente, mais moi personnellement, j'y crois pas, parce que je pense que la femme est au-delà du maquillage, que la femme est au-delà du physique. Je suis complètement d'accord avec ça, mais on connaît la société dans laquelle on vit et on sait qu'il y a des femmes justement qui s'exposent à des opérations, qui s'exposent justement à des sports, ce qui est bien d'abord si c'est le sport, pour avoir plus de forme, pour avoir plus de fesses, que ça soit la femme blanche, que ça soit la femme noire, tu sais, elle s'expose à ce genre justement pour plaire d'abord physiquement. Donc, pour moi, c'est pas un aspect qu'on peut négliger. Non, c'est pas. Je ne dis pas qu'il faut négliger. Je dis juste que en tant qu'homme, tu peux pas juste dire qu'un homme, avant d'aborder une femme, c'est parce qu'il faut qu'elle ait les fesses et elle ait les seins. Si une femme pense ça, c'est faux. C'est aussi ce que tu inspires sur le moment de la personne. Je peux être avec des amis et puis on va avoir une femme magnifique avec des fesses et tout le reste et on va la regarder et après elle va nous inspirer rien, on va juste elle est belle, elle est pas mal et puis okay. Mais j'ai quand même une question personnelle, excuse-moi Fiota, je te demande déjà pardon, mais qu'est-ce que je t'inspire alors? Qui ça pas? J'ai l'intellect et la créativité, c'est toujours comme ça que je t'ai abordé la première fois. Et tu me connais, que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est ce que ça m'inspire. Donc là, je vais vers toi et puis je dis, oh, on discute des sujets, on va aller, puis. Non, c'est juste ça que je voulais. C'est ouvert. Non, c'est un débat. Je sais, non, mais même avec elle, j'ai des débats du genre. Non, je sais, mais je voulais quand même que ça soit professionnel, donc je demande, même en caméra, je demande juste pour que ça soit pas mal interprété, surtout pour les gens qui savent que tu es en couple, savent que je te drague pas en caméra. Je suis célibataire. Non. Donc, ça c'est une question qu'on pose souvent. Oui. Et j'aime beaucoup cette question-là, parce que moi j'y crois. Est-ce que toi tu crois qu'il existe une amitié sincère entre l'homme et la femme? Moi, j'y crois. Comme une amitié qui ne se transforme pas en amour après? Oui. Ben, ça dépend. C'est-à-dire? Il y a des amis qui deviennent des amoureux, n'est-ce pas? Mais pour qu'on reste des amis éternellement et puis ça reste des amis, il faut toujours rester des amis. Comme les amis, ça n'arrondit pas les angles. Ça te dit les choses car tu tables et puis ça te dit pas ce que tu veux entendre, ça te dit ce qui est nécessaire pour toi. Et ça, c'est là pour toi. Et ça peut prêter à confusion qu'après ça se transforme en amour parce que tu trouves que cette personne-là est toujours, on est des êtres humains. Et il est toujours là pour toi. Je veux dire que j'y crois, mais je veux dire aussi que c'est coussi-coussa. C'est coussi-coussa. Donc les coussi-coussa, sauf si l'autre est en couple, ne vous inquiétez pas, je donne des notices, ou tout simplement le trinquet. Tu penses, sauf si les deux, non, je dis les angles, c'est que, par exemple, si tu penses que ça ne va pas se transformer, sauf si l'autre, la femme ou l'homme, il est en couple ou il est gay. Est-ce que tu penses que c'est ça? Ça n'a aucune affaire, même si l'homme est gay ou la femme est en couple, ça n'a aucune affaire. Ça a affaire avec ce que vous voulez tous les deux. Okay. Non, je voulais juste prendre ce temps-là parce que c'est des choses qui ont été répétées. Donc je voulais juste savoir si lui, est-ce qu'il pense la même chose aussi. Je peux te dire que c'est un truc qui m'est arrivé après, avec tous les hommes aussi. Comme, en fait, ça naît. La confusion vient au début, mais après, quand vous avez passé ce stade-là, non, parce qu'au début, disons, vous êtes amis, vous avez fait 3 mois, et supposons que tu es célibataire, ou elle est célibataire, mais disons, vous êtes amis depuis 3 mois, mais quand tu es célibataire, il y a des idées qui te viennent en tête, et puis tu te dis, oh, cette personne-là est bonne avec moi, cette personne-là est bien avec moi. Peut-être que tu vas te lancer sur la route, et cette personne-là, normalement, en tant qu'ami, devrait pas te friendzoner, comme on dit. On va parler de ça après. Pas te friendzoner, mais clair qu'elle est là pour toi, elle sera toujours là pour toi, mais elle te veut comme ami ou comme frère. Ça, c'est frère Zoné. Elle te veut comme ami, mais plus ni moins. Et là, la première fois, c'est un choc, mais après ça, vous serez des amis à vie. Ok, mais est-ce que tu as des amis femmes? J'ai des amis, j'ai trop d'amis femmes, c'est même terrible en fait.
J'ai des amis hommes, et ouais, on se connaît. Mais j'ai tellement d'amis femmes, je ne sais pas. Sans commentaire. Sans commentaire. Mais c'est pas des. C'est pas. Non, 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 t'inquiète pas, je On dis. est clair. Oui, 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 je dis pas. Je pense pas à autre chose non plus. Et parce que, au fait, tu as parlé de quelque chose de Oui. très important et que moi aussi je trouve très important, qui est le friend zone. Oui. Pourquoi? Parce que je regarde des vidéos sur le friend zone, je lis des choses sur le friend zone, et souvent, normalement, on a toujours tendance à croire que ça vexe l'homme. C'est toujours quelque chose qu'on ne pas. Donc, dis-moi, par rapport à ton point de vue à toi, parce que tu peux parler dans le médias aussi, si tu connais des amis qui t'ont parlé de ça, dis-moi, qu'est-ce que, pour toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qu'un homme ressent lorsque la femme qu'il aime, en fait, ça peut être, tu sais, qu'il aime, et décide de la friendzone. Genre, je ne veux rien voir avec toi, on est des amis, ça s'arrête là, et puis la femme voit tous les autres salauds. Souvent, les hommes les appellent comme ça, puis elle ne décide pas de voir cet ami un homme potentiel. Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Je sais que ça touche les goûts souvent, mais qu'est-ce que ça vous fait? Ben, c'est sûr que ça fait mal sur le coup. Parce que si tu as pu aimer quelqu'un pendant une certaine période et avoir beaucoup de courage pour lui dire que tu l'aimes, et ensuite que cette personne te dit que vous voulez être amis, ça va faire mal, mais c'est pas la fin du monde. Parce que comme moi je le dis souvent à ma petite amie, que les amis c'est censé être là pour toi, toujours, quelle que soit la situation. Et puis quelqu'un qui t'aime, qui t'avoue qu'il t'aime, tu dois te sentir d'abord, ouais, que cette personne-là t'aime vraiment. Mais non, si la personne veut aller plus loin, c'est pas que tu vas dire, stop, on est des amis. Non, il y a, même si tu dois le dire en le taquinant, tu dois toujours trouver le moyen de le dire en tant qu'ami, mais pas le voir en tant qu'une menace. Il peut déjà sortir avec moi. Non. Tu dois le dire, peut-être en taquinant. Vous êtes des amis, vous vous connaissez, tu vas trouver le moyen de lui dire et de lui faire comprendre sans que ça va toujours rester là, c'est sûr, mais tu es son ami. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que l'inverse est beaucoup plus pire. Pourquoi? C'est ça, les femmes vers les hommes? Les femmes vers les hommes. Pourquoi je dis ça? Comme je dis, je ne suis pas là pour exposer ma vie privée, mais c'est quand même une expérience à donner. Je me rappelle que j'étais amie avec un homme et puis je l'appréciais bien. Et puis, bon, à force de lui parler, et puis il y avait le prototype ici, bon, je suis tombée plus ou moins en amour. Et puis, mais je lui disais que je l'aimais bien, mais pas parce que je savais que peut-être que j'étais pas son type à l'époque. Si j'étais peut-être pas son type à l'époque. Donc je lui ai dit ça, mais on dirait que depuis que je lui ai dit ça, ça a tout changé. Il n'a pas du tout bien pris le fait que je lui ai dit que je l'aimais bien. Donc je me dis que est-ce que l'homme a toujours cette tendance à croire que lorsque la femme l'aime, la femme devient envahissante, la femme l'empêche normalement de fréquenter d'autres femmes? C'est pourquoi il veut complètement couper les ponts. Est-ce qu'il pense que les femmes n'ont pas vraiment ce contrôle-là? Je ne sais pas de savoir que, ok, il ne m'aime pas, je peux l'accepter. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est toujours très radical chez l'homme, très radical chez l'homme par rapport à la femme? Par exemple, je sais que pour la femme, elle peut, en tout cas selon moi, pas toutes les femmes, quand même, je dis selon moi. Par exemple, si je suis ton amie, et bon, si un homme est mon ami, qui vient me dire que si je t'apprécie bien, ça ne dérange pas notre relation future si on ne peut pas aller plus loin, tu sais. Mais je me dis, pour l'homme, lui, il ne veut rien savoir selon moi, il ne veut rien savoir, il est radical, ben, celui-là, je dois complètement l'enlever de mon réseau. Et puis, qu'est-ce que toi tu en penses? Personnellement, enfin là c'est personnellement, parce qu'il y a des hommes qui voient ça comme une menace à leur couple peut-être, ou à les opportunités aussi, tu comprends. Mais personnellement, moi, je me mets à dire quelque chose à quelqu'un, je pense pas que je vais la rayer de ma vie. Déjà, j'ai pas ce concept de rayer quelqu'un de sa vie et tout. On reste des amis si tu veux, parce que peut-être que si je lui dis qu'on va rester des amis, tu vas t'éloigner de moi. Mais si tu veux, on va toujours faire des parties, on va toujours sortir ensemble, on va toujours jouer au Monopoly ensemble, on va toujours faire des choses ensemble. Mais comme je ne me vois pas du tout réagir comme ça, ou voyez, quelqu'un comme ça. Enfin, si les hommes font ça, ils ont leur raison. Mais si vous aviez été des amis, des vrais amis, ça vaut. Je ne sais pas pourquoi tu ferais ça. Peut-être que tu as raison, le mot-clé est là. On n'a peut-être pas été des vrais amis. Peut-être que je n'ai pas donné aussi cette chance de découvrir. Ouais. Justement. Donc,
En fait, j'avais une question, mais je l'ai oubliée. Elle ne m'a pas essayé de trouver la question. Mais elle était quand même assez importante, la question, que je voulais te la poser. Mais c'est pas grave. Donc, on va continuer. Il nous reste très peu de questions, mais quand même qui va faire beaucoup de débats. Ok. J'espère qu'on aura le temps. Donc, dis-moi, comment définissez-vous une femme idéale? Parce qu'on a parlé du prototype masculin. Donc, parle-nous, pour toi, qu'est-ce que la femme idéale? Pour moi, la femme idéale, ben, Est-ce qu'elle existe d'abord? Est-ce qu'elle existe? Ouais. Déjà, on la conçoit dans la tête, ça c'est une chose. Parce que tu la conçois déjà depuis que tu es enfant. Quel genre de femme tu veux? Adolescent. Ça se forme dans ta tête. Et puis quand tu grandis, la femme idéale devient celle qui est proche de celle qui est dans ta tête. Donc, est-ce que tu veux exposer un peu celle qui est dans ta tête ou tu veux la garder secrète? Bon, en fait, je peux exposer, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que quand j'étais plus jeune, et c'est resté pareil, c'est une femme qui doit être grande de taille. Enfin, c'était des trucs d'adolescent. C'était des trucs de... C'est une femme qui doit être grande de taille, qui doit être amicale, pas une personne... Je ne suis pas une personne renfermée, donc ça doit être une personne aussi ouverte. C'est une femme qui doit savoir rire, savoir blaguer, tu vois, c'est ce que je voulais un peu. Maintenant, le reste, c'est genre une femme qui doit avoir un bon potentiel. Qui doit être intelligente, mais bien que toutes les femmes sont intelligentes, mais qui doit avoir un certain sens réflexion. De la réflexion. Mais c'est bien, ça c'est très bien. Mais tu sais, il y a plusieurs formes d'intelligence. Donc il y a des femmes qui sont beaucoup plus classiques, il y a d'autres femmes qui sont beaucoup plus business, il y a beaucoup de femmes qui ont cette intelligence émotionnelle. Donc, bon, j'imagine que les trois doivent être à un certain niveau, mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Par contre, ce que je pourrais dire que je suis correct avec tout, mais ceux avec lesquels je ne suis pas correct, c'est... Je m'excuse pour cela, mais les femmes classiques, parce que ça ne matche pas avec moi. Enfin, quand je dis femme classique, mais c'est... Là, les mots doivent être choisis. Non, comme si... Des fois, si tu donnes pas, tu ne choisis pas les bons mots. Les gens vont mal traduire ce que tu veux dire. Donc, quand je dis femme par femme classique, c'est comme les femmes qui ont été élevées sur un seul rythme, tu comprends, et qui ne veut pas savoir que ça c'est ça ou ça c'est ça, et ensuite prendre sa décision. C'est une femme qui, dans sa tête, ce qu'on lui a dit est ce qu'on lui a dit. Il n'a pas de compromis. Qui ne veut pas chercher à prendre ses propres décisions. C'est-à-dire, si on te dit, toutes les femmes roulent à gauche, tous les hommes roulent à droite, celle-là, elle va rouler toute sa vie à gauche. C'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est, pour moi, le genre de femme idéale, c'est celle qui est capable de réfléchir. Pourquoi on va rouler à gauche? Pourquoi les hommes vont rouler à droite? Mais tu sais, normalement, c'est pas forcément ça une femme classique. Hein? Non, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Tu n'aimes pas les femmes étroitesses, comme qui ont cette étroitesse d'esprit, qui ne sont pas capables de remettre en question les choses. C'est ça. Mais pour moi, justement, une femme classique, c'est peut-être une femme peut-être très figée, mais c'est une femme qui est beaucoup qui bouquine, quand je dis bouquine, mais qui est très scolaire. Donc les femmes qui ont des performances scolaires, c'est plus ça pour moi la femme classique. C'est pour ça que je te disais que les mots doivent être choisis. C'est pas ça, une femme qui bouquine, j'ai rien contre. C'est même intéressant d'avoir des gens qui bouquinent parce que si tu n'es pas quelqu'un qui bouquine beaucoup, eh bien, tu as trouvé quelqu'un qui pourra t'aider à à connaître des livres et avoir de la culture générale. Non, mais moi, c'était plus une femme dans l'éducation, tu vois. Elle reste ferme, c'est bien. Si on n'avait pas des gens classiques aujourd'hui, on n'aurait pas des choses historiques à en parler. Mais quelqu'un qui reste ferme pas sur ses décisions, mais sur ce qu'elle a appris, ce qu'elle connaît. Sur ses traditions. Sur ses traditions. Surtout quand tu viens dans un pays comme le Canada, tu ne peux pas être ferme sur tes traditions. Tu dois savoir, tu dois avoir une largesse d'esprit. Le plus souvent, ces femmes qui sont fermes, comme tu dis, ont exactement, je dirais, elle pourrait avoir du mal à trouver exactement la personne qu'elle cherche parce que aujourd'hui on a tendance à être un peu extraverti, tu comprends. Mais je veux pas que mes mots soient déformés. Tu as bien expliqué, ça va. Au fait,
Je comprends bien ce que tu veux dire, en fait. Mais tu penses que ces femmes auront du mal à trouver la personne qu'ils cherchent parce qu'elles ne se découvrent pas elles-mêmes non plus, en restant fermées un peu sur elles-mêmes? C'est ça, il faut que tu saches ce que tu veux. Enfin, quand ils disent savoir ce que tu veux, genre, si ton papa t'a dit ne t'approche pas des hommes, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et que c'est ce que ton papa t'a dit qui reste dans ta tête, bon, c'est vrai que ça va être difficile pour toi. Okay. Mais si tu te décides que je fais cette expérience pour me découvrir, pour savoir qui je suis en réalité, qu'est-ce que j'aime en réalité, ça c'est quelque chose que moi je trouverais intéressant. Donc, j'ai une question quand même très amusante. Celle-là, elle est très amusante. Pourquoi? Parce que, tu sais, tout comme chaque nationalité a ses formes de clichés, tout comme chaque personne aussi a une forme de cliché qui est associée à lui. Par exemple, on dit on voit les cheveux. Donc, un jour que tu coupes les cheveux, quelqu'un va quand même te dire quels cheveux parce que c'est le cliché qui t'est accordé. Donc, dis-moi, au fait, quels sont les clichés ou les phrases faciles qui tournent autour du couple, que ce soit mari ou concubinage, peu importe, ou le try-out que tu appelles justement l'essai. Donc en fait, en tout cas, quels sont les clichés qui tournent autour de ce genre du couple en général? Comme les clichés, c'est-à-dire il faut avoir une certaine ouverture d'esprit comme un couple, ne pas être parlé. Quelque chose comme ça de l'éthique. Tu peux être en couple avec quelqu'un et la personne peut avoir ses amis qui ne sont pas tes amis. Tu comprends? Et vice versa. Mais certains couples, genre, un autre mec l'écrit. C'est qui t'écrit? Et puis on se dit, c'est mon ex dit ton ex? Mais c'est normal quand même. C'est normal quand même. Mais non, écoute, tout se base sur la confiance. Pas de confiance aveugle, certes, mais tout se base sur la confiance. Il y a une ex qui m'écrit. Je suis resté ami avec l'ex et rien d'autre. Ça ne veut pas dire que il faut être paranoïaque. Ça, c'est déjà un stéréotype. Il faut juste connaître la personne avec qui tu es, c'est tout. Donc, avant de poursuivre avec les deux dernières questions, que je trouve quand même intéressantes, j'aimerais quand même qu'on parle d'un sujet que les hommes n'aiment pas. Parce que normalement, chaque fois que je l'aborde, je sens un peu de tension. Donc, c'est le sujet de l'infidélité masculine. Pourquoi je dis masculine? Parce que je suis une femme. Donc, j'aimerais bien connaître un peu. Ça pourrait être bizarre, ça, mais on va quand même se focaliser aujourd'hui sur le mal. Donc, selon toi, quel est le pourcentage d'hommes infidèles existants et qu'est-ce qui pousse aussi un homme à être infidèle? Parce que je sais que souvent, en tout cas de ce que je vois autour de moi, l'homme commence à être infidèle lorsque la femme avec qui il est ne lui plaît plus. Souvent, c'est ce que je remarque. C'est pas forcément le cas. Il y a des hommes qui sont infidèles tout simplement parce qu'ils aiment les femmes. Ils aiment la pluralité des femmes. Il y a des hommes, pas forcément africains, ça je le dis, qui sont blancs, qui aiment tout simplement le côté polygame des choses. C'est pour eux, la femme est un gain, la femme est une forme de trophée. Donc je dois avoir plusieurs femmes pour satisfaire mon ego. Donc il y a ça aussi qui existe. Donc selon toi, ça j'ai mis des prototypes que j'ai remarqué, mais selon toi, est-ce que le pourcentage est grand et faible pour le pourcentage de l'infidélité masculine et qu'est-ce qui pousse un homme à être infidèle? Déjà, le pourcentage, je sais pas, ça peut varier selon les générations. Et tu sais que les générations passées, écoute, je ne peux pas te dire, je vais dire que le pourcentage serait déjà au-delà de la moyenne, enfin, d'où je viens. Mais maintenant, je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est pourquoi un homme pousse à tromper, c'est peut-être parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses. Il y a certains hommes qui trompent, mais qui veulent toujours être avec leur femme, qui ne vont jamais lui dire « Oh, j'ai trompé » ou qui vont toujours continuer. Parce qu'ils aiment le train de vie qu'ils ont. Ils aiment le quotidien. On est des êtres humains, on n'aime pas le changement. Ouais. Donc, on est des êtres humains et on n'aime pas le changement et peut-être que ça peut être des enfants, à cause des enfants ou à cause du train-train ou à cause de ce que les gens vont dire. Mais si tu décides de tromper, c'est que
tu te laisses aller à la tentation. Et lorsque tu te laisses aller à la tentation, une fois, tu as la sensation que c'est toi qui gères et que tu peux encore le faire. Mais une fois devient une deuxième fois. Ok. Je ne dis pas que moi, dans ma tête, tu penses à beaucoup de choses dans ta tête. Mais ce qui t'empêche de tromper ou d'aller vers, enfin c'est ça le mot de tromper, c'est pourquoi tu aimes la personne. Ok. Parce que quand tu sors, tu vas en boîte, il y a une multitude de tentations. Il y a des femmes par-ci, des femmes par-là, des hommes, enfin, je comprends ce que je veux dire, même si tu es ouvert à tous les sexes. Enfin, il y a... Non, je profite pour le dire en caméra. Je suis, comment on appelle ça? Les personnes qui sont hétérosexuelles. Non, je sais, je profite juste le temps de le dire en fait en caméra. Non, c'est pas contre toi du tout, parce que ça a été abordé pour que ça soit clair. Donc, je profite pour le dire en caméra. Pour les hommes qui sont intéressés, contactez-moi. Je prends juste le fait que c'est un sujet qui peut être abordé. Non, je sais. Donc, on peut tromper vers une femme, vers un homme. Mais ce que je veux dire juste, c'est que la raison pour laquelle on ne trompe pas, c'est parce que tu te forces à garder en toi la raison pour laquelle tu veux qu'elle reste toujours avec toi. C'est vrai. Mais si tu décides de tromper, c'est que tu as cédé. Okay. Et que si tu cèdes, tu es faible d'esprit. Ah, il a parlé, hein? Oui, parce qu'un vrai homme, ça ne cède pas. À moins que tu veux plus d'elle. Si tu veux plus d'elle, ben, sois gentil, dis-lui que tu veux plus d'elle et ensuite va en boîte de nuit et profite de toutes les femmes que tu veux jusqu'au jour où tu veux que tu vas vouloir une femme avec qui tu vas passer toute ta vie et ensuite tu vas te rendre compte que oh mais j'avais déjà ça avant. Justement. Mais il a dit un très bon point et ça arrive à tout le monde en général. On commence à normalement à se rendre compte de l'importance de quelqu'un le jour où cette personne part. Parce qu'on a toujours tendance, parce qu'au fait je l'ai abordé une fois, à prendre trop à cœur ou acquis, de manière acquise, la femme trop gentille aussi. Et une chose importante, enfin moi je ne suis que dans un couple depuis bientôt 3 ans ici. Wow, mais c'est bien quand même. C'est pas 50 ans, 70 ans comme beaucoup d'autres couples. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais prendre la femme qui est avec toi pour acquis. C'est vrai. Mariée ou non mariée, elle n'est jamais acquise. Donc, tu dois... Le petit ventre que tu laisses pousser parce que tu t'es dit que ta femme est déjà acquise, jamais. Tu dois toujours te battre, toujours rendre... Et c'est vice-versa aussi. Et vice-versa. Il faut toujours garder une certaine flamme. C'est ça qu'on appelle entretenir l'amour, la flamme. Yeah. Donc j'ai quand même une question avant d'aborder les 2 dernières parce que je dois quand même le libérer. Là, il a des responsabilités. Donc pour toi, est-ce que être polygame, surtout lorsque c'est permis, parce qu'on sait que dans certaines religions, la polygamie est permise, telle que la religion musulmane, mais c'est pas obligatoire quand même. Pas obligatoire, on sait aussi que, par exemple, dans certains pays, la polygamie est exercée. Donc, je ne sais pas si au Bénin c'est exercé, mais je sais que certains pays comme Cameroun, etc., on ne va pas rentrer dans trop de pays. Je ne vais pas quand même... Cameroun, je m'excuse, c'est pas contre vous, je prends juste des exemples. Ça reste toujours dans le domaine de l'intellectualité, pas de l'accusation, je tiens à le dire. Donc, pour toi, est-ce que tu penses que la polygamie est une forme d'infidélité envers la première femme? En fait, c'est pas de l'infidélité déjà. Okay. Parce que selon toi, parce que toi, tu es musulman. Moi, je suis musulman, mais je vais être clair là-dessus. Okay. Si tu prends une deuxième femme et que la première femme est correcte avec ça, c'est pas de l'infidélité. Okay. Mais si tu le vois comme un moyen de ne pas trop rester avec la première pour pouvoir te changer les idées avec la seconde, et après un certain moment, tu vas te dire, oh, c'est comme un enfant, j'ai eu un jouet, j'ai eu 2 jouets. Je m'excuse, je ne veux pas chosifier la femme en tant que jouet, mais je schématise. C'est comme tu te dis, j'ai eu un jouet, j'ai eu 2 jouets, il me faut un 3e jouet. Et ça continue comme ça. Maintenant, pour être clair en tant que musulman, c'est bien écrit. Si tu prends une deuxième femme, si tu es polygame, c'est du 50-50. Si tu donnes 50% d'amour à celle-là, tu dois lui donner aussi 50% d'amour à celle-là. Ça veut dire que si tu passes
2 jours, je vais être brut, à faire l'amour à celle-là. Tu dois faire 2 jours d'amour à celle-là. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu donnes 50% de ton argent à celle-là, tu donnes 50% de ton argent à celle-là. Mais ça ne va jamais être 50-50, ça va être 25-25 tu vois, alors. Les gens accusent la religion musulmane comme si, ouais, on est musulman, on peut se prendre toutes les femmes qu'on veut, mais ils oublient que un vrai musulman qui suit la religion et qui prend une deuxième femme ou plusieurs autres femmes, il a l'obligation première de toujours donner la même chose à l'autre. Okay. Ce qui est quasiment impossible. Okay. Donc, en gros, c'est un peu comme la loi, il y a toujours des failles. Okay. Donc, en gros, mieux vaut rester avec une femme. Enfin, être sûr que tu es prêt à faire le long chemin avec elle. Mais je ne vais pas trop entrer dans le côté polygamie, mais j'aimerais quand même poser une question, selon moi. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'aimer 2 femmes en même temps de la même manière? Penses-tu que c'est possible sur du long terme? Y aurait-tu pas une femme que tu as penché plus pour elle? Est-ce que ça, c'est pas déjà une forme d'infidélité parce que c'est une forme de convoitise qui t'a emmené vers l'autre femme parce que la première que tu avais ne te contentait plus? Donc, est-ce que tu ne vois pas vraiment que ça comme une forme d'infidélité, mis à part toutes les structures qu'il y a derrière cette forme de polygamie, selon toi? Déjà, ce que je peux dire, c'est que l'amour n'est pas une chose matérielle, l'amour n'est pas quantifiable. Donc, il y a des gens qui sont... Moi, je ne peux qu'aimer une seule personne. Je suis désolé pour toutes les autres femmes. Je ne peux qu'aimer une seule personne, mais il y a des gens qui peuvent aimer 2, 3 personnes. Voilà pourquoi il y a les couples polygames, il y a des couples où il y a plusieurs hommes. Je comprends un peu ce que je veux dire. C'est pas que... Il faut pas... Je ne discrimine pas. Je ne discrimine pas, mais je me dis que, enfin, en tant que moi, je peux juste aimer une seule personne. Et ceux qui aiment plusieurs, bien, je leur félicite parce qu'ils ont un autre level que moi, je n'ai pas. Donc, il est prudent. Donc, selon lui, ce n'est pas de la polygamie, tout simplement. C'est la manière dont la personne s'exprime. Enfin, on est d'accord que si... C'est pas dire de l'infidélité, pas de la polygamie, désolé. Oui. Désolé. Ben, ouais, c'est pas de l'infidélité. Et on est d'accord que si les autres femmes sont tout à fait d'accord. Non, tu sais, c'est pas parce que les femmes sont d'accord que c'est pas de l'infidélité. Hein. Donc, quand je dis, selon moi, pourquoi? Parce que, tu sais, il y a certaines choses que la société t'impose. C'est comme une forme de société patriarcale, je pense selon le principe féministe, qui n'est pas forcément le cas. Donc, je dis que pour eux, c'est une forme de société patriarcale. L'homme s'impose en tant que maître. Donc, vu que la femme est diminuée selon le principe patriarcal, donc on se dit que l'homme peut se permettre plusieurs femmes et la femme est... la femme est quand même mise de côté, ou bien quand même, elle est subie au fait, parce que c'est une éducation qui permet ça. Donc, je ne sais pas où tu vois un peu où je veux en venir, parce que si tu amènes cette politique polygamique un peu plus loin, tu peux voir que c'est quand même une société qui amplifie, comme dans le cas, mais grandement aussi. Donc, je sais que c'est pas à tous les hommes, là, mais je vais quand même te poser la question. J'attends à ce que tu sois sincère. Donc, as-tu déjà abordé une femme juste pour du sexe? Si oui, pourquoi? Donc, qu'est-ce qui t'a forcé à aborder cette femme juste pour du sexe? Je suis sincère. Okay. Je ne veux pas dire que j'ai abordé une femme et lui dire c'est juste pour du sexe. Non, ça va. En général, j'essaye de voir qu'est-ce qui intéresse la femme. Je ne veux pas dire que je vais me lancer dans une relation sérieuse, mais si elle est là pour avoir du sexe et que je me sens confortable avec ça. Donc tu penses que c'est la femme qui décide de ce genre de relation? Personnellement, oui. Enfin, c'est mon point de vue parce que tous les hommes, en tant qu'homme, je peux te dire qu'on a toujours envie, on a toujours ces idées-là dans la tête, toujours envie de telle personne, de telle personne, de telle personne. Mais pour que ça se concrétise, il faut discuter avec elle et voir où est-ce qu'elle veut en venir.
Mais j'ai quand même une question par contre. Oui. Parce qu'il y a tout de suite là, avec la société qui commence à s'évoluer, la femme pense plus ou moins un peu comme l'homme. Mais je trouve aussi qu'il y a certains hommes qui quand même se permettent de mentir. Tu sais, ils font croire à la femme toutes sortes de choses. Et puis à la fin, même il y a d'autres même qui promettent le mariage. Et puis à la fin, ils savent que la relation n'ira pas loin. Ils voulaient juste cette femme juste pour une période. Pour du sexe, bon, c'est vrai que du sexe rallongé, du sexe déterminé sur une période, mais c'était juste pour du sexe. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Donc, si Moi, tu penses... je vais être radical dessus parce que les hommes qui font ça sont les cons. Okay. C'est vraiment les cons. Si tu dois mentir à une femme, parce que ça veut dire que tu es un con, tu es un lâche, il faut juste s'affirmer. C'est pour cela que je disais au début, il faut te donner des limites. Il y a des femmes que tu ne peux pas draguer. Tu dragues celle-là, elle est à ta portée, je vais dire ça comme ça. Si vous voulez avoir du sexe, je dis bien vous, pas toi. Toi, tu peux, on a l'intention d'avoir du sexe. Du sexe, c'est toujours là, mais ta première idée, c'est pas de directement sauter sur le cas. Tu l'abordes, tu vois que votre conversation a tendance à être plus sexuelle, votre conversation, parce que toi, tu lui dis, tu comprends? Et puis, tu verras qu'au fur et à mesure, vous allez voir, vous voulez juste vous satisfaire tous les deux. Et puis, vous continuez votre vie. Okay. Donc, si ça convient à deux, ça convient à deux. Si ça convient à deux, ça convient à deux. Maintenant, de là, mentir, on dit que c'est à cause de ce dicton que les gens racontent. Les femmes aiment le mensonge. Que quand elles mentent, quand tu mens, elles restent. Quand tu mens, elles t'écoutent. Quand tu mens, elle est là. Moi, je trouve ça nul. Tous ces hommes qui disent ça, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de soeur, ils n'ont pas de tout. Moi, j'ai 2 sœurs. Moi, j'ai toujours dit à mes 2 sœurs, quand tu veux quelque chose, tu prends la décision que c'est ce que tu veux. C'est pas un homme qui veut ça pour toi. En tout cas. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même très bien débattu. Donc, est-ce que tu as une idée du pourquoi un homme aurait pu faire ce genre de choses? Mentir? Mentir ou juste aborder une femme pour du sexe, que ça soit consenti ou pas? Ben, c'est sûr que s'ils vont jusqu'à coucher, c'est consenti, à moins qu'ils violent la loi. Oui. Pourquoi un homme irait jusqu'à là? C'est ce que je disais, c'est juste pas un lâche, c'est juste un lâche. C'est juste un lâche, parce que si tu dois mentir que tu as la richesse et tout, c'est comme... Je ne sais pas, je peux pas te dire pourquoi les gens... Moi, j'ai jamais fait ça. Et on est en caméra, on est en live. Si j'ai déjà fait ça à quelqu'un, que la personne m'écrive en commentaire. Live. Non, en fait, j'ai jamais fait ça, je vois pas la raison. C'est sûr que si tu abordes une fille et puis tu vas dans ce contexte-là et elle ne veut pas, ben, c'est pas grave. Soit on reste amis, soit on continue notre vie. Au moins, je ne veux pas l'entraîner dans un truc que plus tard je vais regretter ou je vais me sentir mal. Parce que après ces hommes-là, tu te rends compte que soit ils vont faire tout possible pour éviter la fille, ou soit ils vont commencer à être paranoïaques du genre, est-ce que la fille ne va pas débarquer quand ils seront avec leur petite amie, ou je sais pas, ils se créent des problèmes pour rien, alors que tu rencontres... clair depuis le départ, en fait. Voilà, tu rencontres une femme en boîte de nuit ou quelque part, et puis vous discutez, et puis tu vois qu'elle est intéressée par toi, et puis tu es intéressé par elle, enfin, du point de vue physique, tu comprends? Et elle est d'accord que vous voulez avoir du sexe. Si c'est consenti, tant mieux. Donc, avez-vous déjà vu une femme et vous dire que cette femme est un mari? Genre, direct. Tu vois une femme et puis tu te dis, parce que je connais des hommes, le fait qu'ils voient des femmes, ils se disent, bon, surtout par rapport à la tenue, quoi qu'on sait que la tenue ne fait pas le moine, mais on essaie d'impressionner par rapport à la tenue, on se dit que cette femme, vu sa tenue, sa façon de parler, sa façon de bouger, ok, là on la classifie, pute. Celle-là, vu que... Non mais tu sais, il y a des gens qui pensent comme ça. Donc, il y a celle-là, elle est moyennement, tu vois qu'elle aime la vie, donc elle peut se permettre, elle est ouverte, donc elle peut faire un peu de trucs, mais celle-là, quand même, on ne peut pas trop jouer avec elle. Ah, celle-là, elle est très église, très prototype, donc celle-là, c'est le mariage, il faut la proposer, ou c'est ça, est-ce que ça t'est arrivé de voir une femme et de la classifier direct par rapport à ce qu'elle te projetait justement,
Et puis pendant que tu as fait ça, est-ce que tu as été parler à cette fille-là et puis tu as découvert que c'était tout le contraire aussi? Non. Non, Non, parce que c'est pas ma personnalité de... Je peux avoir une idée de comment la personne est, selon le comportement et la gestion de la personne, mais je ne vais jamais me mettre en tête que oh, celle-là, elle est à marier, oh, celle-là, elle est asexuée, non pas asexuée, mais à avoir des rapports sexuels avec elle. Non, genre, je préfère plutôt m'approcher et voir quel genre de personne. C'est très intelligent ça. Donc, suivez l'exemple de Hack. Ouais, je pense que je vais écrire un livre, mais non, ce serait prétentieux de ma part, mais en réalité, je pense que on doit laisser les anciens systèmes de nos grands frères, de nos parents derrière, et on doit voir les choses clairement. La génération d'aujourd'hui, enfin, quand il dit d'aujourd'hui, notre génération, ensuite, celle qui vient, c'est comme, il vaut mieux dire ce que tu veux. Et puis si elle veut pas, elle veut pas. Si elle veut, elle veut. Je comprends ce qu'elle veut dire. Mais non, ça ne veut pas dire que comme tu veux la femme de ta vie et tu... Hey, sois la femme de ma vie. Ça avait été très facile par contre. Moi des fois, franchement, j'aurais trop aimé que ça soit facile comme ça. Quand je dis facile comme ça, avec la personne qui t'intéresse, tu sais, comme tu vois dans les films, tu sais, quand tu regardes Cendrillon, un coup d'œil, puis tu vois déjà les comment on appelle ça, les étoiles sur la tête, et puis tu vois le vent un peu comme Anacaona. Non, c'est pas Anacaona, Pocahontas. Et puis le vent l'emmène au prince charmant. C'est des trucs aussi faciles, puis un baiser, puis oh mon Dieu! Mais on sait tous que c'est pas comme ça. J'aurais trop aimé, mais je suis encore dans le monde de l'imaginaire. J'imagine c'est pourquoi je suis encore célibataire, mais c'est juste entre guillemets. C'est pas vrai, je me vends pas, mais j'essaie de comprendre en fait mon propre logique des choses. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas pressée. Et pour ceux qui pensent que je suis désespérée, je ne le suis pas. Donc je le dis déjà. Mais c'est juste, c'est juste que j'essaie d'essayer d'examiner par rapport à moi-même et par rapport à d'autres femmes aussi qui pensent de même. Donc c'est ça. Donc on va finir avec juste une question que je trouve quand même intéressante. Donc, avant de parler de toi et avant de me détendre un peu sur toi, donc, qu'est-ce que tu penses de la femme trop gentille? Donc, est-ce que tu penses que la femme trop gentille, trop gentille, peut être une femme de couple sérieux, peut élever des enfants? Parce que j'ai quand même l'impression que les hommes préfèrent des femmes à caractère parce qu'ils pensent que c'est beaucoup plus facile pour ces genres de femmes d'élever des enfants, des stricts, que la femme trop gentille qui se laisse aller à tout. Est-ce que tu penses ça ou bien qu'est-ce que tu penses au fait de la femme trop gentille? Franchement, tu vois, je suis choqué d'entendre qu'il y ait des choses comme ça. Parce que comme des femmes trop gentilles peuvent élever, des femmes qui ont des caractères peuvent... C'est comme s'il y a des hommes qui pensent comme ça, je suis vraiment choqué parce que la personne est comme elle est. Si tu veux élever des enfants avec elle, c'est que tu acceptes comme elle est. Donc ça veut dire que si elle est trop gentille, ça fait déjà même un atout parce que elle va, je sais pas, elle est comme elle est ouverte, elle est trop gentille. Maintenant, peut-être en la connaissant un peu plus, tu vas voir qu'elle a encore d'autres caractères que tu ne connaissais pas. Les prérequis ensuite, c'est comme ça me choque. J'ai l'impression que, des fois j'ai l'impression que peut-être que je ne suis pas un homme, mais je suis un homme. Après, tu ne penses pas comme tous les autres. Voilà, c'est comme... J'ai des amis qui, quand ils se mettent à passer des trucs un peu plus faux comme ça, je les remets en cause, mais attends, mais t'es sérieux là? Comme, franchement... Mais c'est ta façon de penser, c'est bien. C'est sûr que la femme trop gentille, comme tu le disais, ben, devant d'autres hommes, elle va paraître un peu simpliste, tu vois, ils vont voir que ouais, c'est une possibilité pour eux de profiter de cela et de cela. Mais peut-être qu'après l'avoir connu, elle va leur présenter d'autres. Je ne sais pas. Donc on va terminer parce qu'on va les laisser sortir, mais j'ai quand même te demandé de terminer sur ce point-là. De parler de Donc, on va finir sur cet aspect-là. Oui. Puis je vais te demander de parler un peu de toi, de me dire qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie,
qu'est-ce que tu as étudié au collège, à l'université, et qui es-tu en fait? Donc, présente-toi ton pays et tout. En fait, je suis Brice Adeweye. Elle me connaît très bien. Je suis béninois, j'ai 30 ans, ça ne se voit pas. On me donne 19 ans. Oui, j'ai étudié en informatique presque toute ma vie jusqu'à présent. Et j'ai travaillé dans des entreprises de la place, je ne vais pas les citer. Et aussi, je fais de la comédie, et je fais du théâtre. J'aime la philosophie, j'aime la stratégie. Et c'est ça. J'aime les gens qui sont ouverts d'esprit. C'est ça. Aïe. C'est pas que j'aime pas les gens qui sont fermés d'esprit, mais je les respecte plutôt. Et j'aime aussi, comment dire, je respecte beaucoup plus les gens qui n'ont pas des points de vue comme les racistes. Et voilà un sujet qu'on pourrait discuter. Non, je les respecte parce qu'ils arrivent à croire à une chose et ne pas aller au-delà. Je les respecte, mais ça ne veut pas dire que j'accepte. Eh bien oui, c'est normal, on est des humains, on a des avis contraires. Ouais. Donc, sinon la vie aurait été trop facile. Donc, on va finir juste avec un mot de la fin et un conseil pour les couples. Vu que tu es en couple, qu'est-ce que tu peux conseiller pour les couples, même aussi pour les célibataires, dans une semaine où on va fêter bientôt la Saint-Valentin. Donc, qu'est-ce que tu conseilles? Et pour la Saint-Valentin, conseil cadeau, conseil couple, qu'est-ce que tu conseilles? N'étant pas quelqu'un qui fait les choses assez normales, je vais donner un conseil pour les couples. La meilleure des choses, c'est de toujours faire être soi-même. C'est sûr, de toujours être soi-même. Pour les cadeaux, c'est toujours de faire toujours le cadeau qui a ce goût de suspense et en même temps de surprise. Ça peut être un truc fait maison, ça peut être une préparation, ça peut être... Enfin, vous êtes des couples, vous allez comprendre. Maintenant, pour les célibataires, la Saint-Valentin, c'est le mauvais moment pour chercher la femme de sa vie. Ça peut être le bon moment, mais c'est le mauvais moment parce qu'en général, on sait tous que c'est le moment des cadeaux et des dépenses. Donc, je le comprends. Donc, si vous voulez économiser, essayez de ne pas trop courtiser une femme à la Saint-Valentin, ou du moins une femme complexe. Pour argumenter un peu ce qu'il voulait dire. Moi, je suis un peu plus radical, lui, il essaie d'être un peu plus politique, mais on parle de couple. Mais on parle une autre chose que j'aimerais corriger au niveau des gens de ma génération, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, pas la fête du sexe. Parce que le sexe, le 14 février, normalement, ça devrait être prohibé, on dit. Oui. Ça devrait être prohibé parce que c'est la fête de l'amour. Très bon point, très bon point. Donc, aimez-vous, mais aimez-vous proprement, ok? Pas forcément dans des activités physiques, quand même. Ça peut venir. Vous êtes en couple ou vous êtes en relation libre, je ne sais pas. Vous avez le 15, le 13, tous les jours de l'année. Mais le 14, c'est le jour comme, franchement, enfin, tous les jours de l'année sont là pour fêter l'amour, mais 14, c'est le jour où vous fêtez vraiment le fait que vous aimez une autre personne que vous. Voilà, innover. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Art d'être venu. Merci. Vraiment un très très grand merci parce que tu m'as rendu un service extraordinaire. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. En fait, donc merci beaucoup Art. Merci. Et merci à vous. Au revoir.